Bonsoir à toutes et tous. Je suis très contente de vous retrouver ce soir. Et merci beaucoup à Simona. Tu m'as rendu un hommage très appuyé, trop. Hein, j'ai l'impression d'être en fin de vie. J'espère que c'est pas le cas. Et surtout, je voudrais dire que si je sais pas, j'ai certainement fait beaucoup de choses parce que d'autres en avaient fait avant moi pour le rayonnement de Stahl. Hein, je pense à François Rosset, ici présent ce soir. Mais maintenant, il y en a beaucoup des staliennes. Je suis plus du tout seule et tu fais partie, et Barbara aussi, et Cyrielle qui est là. Mais toi particulièrement, je suis très heureuse de voir une nouvelle stalienne arriver. Hein. Voilà. Donc, on n'a pas fini avec Stahl. Et pour corriger le livre, puisqu'il y a eu un petit... Je prépare une biographie de Germaine de Staël que beaucoup savent, enfin les proches savent que j'ai eu du mal à la faire. Et j'ai eu d'autant plus de mal à la faire qu'entre-temps j'ai fait un autre livre sur Staël. Et c'est cet autre livre dont je vais un peu vous parler ce soir indirectement qui va sortir en janvier chez Flammarion, début janvier, et qui s'intitule « Sympathie de la nuit ». C'est une formule magnifique, donc elle est de Staël. À chaque fois, je choisis des phrases. La chambre noire, c'était une formule de l'Allemagne. Sympathie de la nuit, c'est une formule de l'Allemagne encore, dans laquelle Staël explique que lorsqu'on parle de la folie, il ne faut pas avoir peur. Et c'est comme la nuit, la folie. Si on a peur, c'est parce qu'on a peur d'y disparaître, alors qu'en réalité, il faut avoir avec la nuit une sympathie qui suppose de comprendre que la nuit fait aussi partie de nous. Voilà. Et donc cet essai, Sympathie de la nuit, est une réflexion sur l'écriture chez Staël, et en particulier sur la folie, à partir de 3 courtes nouvelles inédites jusqu'à présent, qui racontent des femmes qui deviennent folles, que Staël a écrit en 1786. Voilà. Donc l'éditeur m'a demandé de faire un essai qui précède ces folles, et ensuite il y a les 3 folles pour la première fois rendues publiques, parce que sinon elles étaient publiées que dans les cahiers staliens. C'est ce livre déraisonnable à tout point de vue que j'aurais peut-être pas dû faire, mais que j'ai fait, enfin bon bref, qui a encore retardé la biographie, mais elle viendra avant 2066, ce serait bien, parce que là je serais peut-être plus en âge de la faire. Donc voilà. Alors j'en viens à mon propos ce soir. Et je disais que j'étais d'autant plus heureuse de venir vous retrouver, hein, que ça fait... c'est peut-être la dernière fois, je suis déjà venue beaucoup aux rencontres de Coppet, mais là, ça fait quand même 2 ans et demi que je ne suis pas sortie de France, que je ne suis pas revenue en Suisse, que je n'ai pas non plus passé la frontière. Et en sortant tout à l'heure à la gare de Lausanne, j'ai eu un choc assez stalien de me dire, ça fait 2 ans d'exil sanitaire, et là, pour la première fois, je reprenais le train, je reprenais la rue du Petit Chêne, et je trouvais ça beau pour moi et très touchant ce soir, après 2 ans d'exil, de venir au château de Coppet. C'est ma première sortie, vous voyez, donc c'est très stalien. Et par ailleurs, Anne et Simona ont beaucoup fait pour que les rencontres de Coppet vivent aussi à distance. Hein. Je sais que j'ai eu la chance l'année dernière de pouvoir faire une conférence filmée chez moi sur Staël et Napoléon, donc je trouve ça aussi bien, hein, pour la qualité scientifique de nos échanges, mais rien ne vaut le plaisir de vous retrouver. Alors ce plaisir ce soir, il est décuplé chez moi par l'intérêt de la question à laquelle Simona m'a invité, sur laquelle Simona m'a invité à parler. L'écriture collective, l'écriture collaborative, et plus exactement, plus précisément pour moi ce soir, j'ai intitulé ma conférence Germaine de Staël ou la complexité d'être auteur, auteur avec un E à la fin. Moi, je dis pas autrice. Mes étudiants à Dijon, j'ai un choc générationnel. Les jeunes disent autrice. Moi, j'ai du mal. Donc, je dis auteur, comme ça féminise sans heurter l'oreille. Donc, Germaine de Staël ou la complexité d'être auteur. Alors, effectivement, c'est une question passionnante à laquelle tu nous as invités cette année, je trouve, sur laquelle tu nous as invités à réfléchir, qui est une question à laquelle, finalement, moi, j'avais assez peu réfléchi, et sur laquelle je me suis aperçue, enfin François et d'autres me contrediront, mais que peu de gens avaient dit des choses, hein, et cette question, c'est celle de l'écriture. Finalement, la question que pose le sujet de ce soir, c'est de savoir quel auteur Staël a été. Quels ont été ses rapports à l'écriture, parce qu'on en parle finalement assez peu. Quel regard Staël a-t-elle elle-même jeté sur la création littéraire ? En d'autres termes, qu'est-ce qu'elle nous dit, elle, Germaine de Staël, de ce qu'a signifié pour elle l'acte d'écrire ? Question qu'on pourrait résumer de la manière suivante. Est-ce qu'on connaît vraiment l'auteur Staël ? Alors,
c'est un dossier, l'auteur Stahl, l'auteur avec un E à la fin, l'auteur E, c'est un dossier à la fois complexe et passionnant, et c'est ça dont je vais vous parler, et l'écriture collaborative fait partie des énigmes passionnantes de ce dossier Stahl-auteur. Je disais que c'est un dossier d'abord assez complexe, parce qu'a priori, on connaît Stahl-auteur. Vous voyez, il n'y a rien, il n'y a pas de mystère. Qu'est-ce que ça veut dire, connaître un auteur? Premier élément, ça veut dire déjà connaître tout ce qu'il a écrit. Connaître Stahl-auteur, ça suppose d'avoir une vision intégrale, exhaustive, de sa production. Dans le cas de Stahl, a priori, il n'y a pas de mystère. Tout a été découvert, croit-on, puisque 4 ans après sa mort, en 1821, vous le savez, elle demande à son fils aîné, Auguste, enfin aîné, il n'y a plus que lui qui reste de toute façon à ce moment-là, elle demande à Auguste de lancer, elle le demande dans son testament, j'y reviendrai tout à l'heure, demande à Auguste d'élaborer la première série de ce qu'on appelle les œuvres complètes de Germaine de Staël. Il y a exactement 200 ans, donc en 1821, c'est pour ça que c'est particulièrement bien choisi, ton thème, paraît une série de 20 volumes à peu près, chez Treutel et Wurtz, à Paris et Londres, qui en 20 volumes réunit l'intégralité de tout ce que Germaine de Staël a écrit. Cette révélation exhaustive de toute l'œuvre de Staël, elle se prolonge presque 200 ans plus tard, puisqu'il y a une nouvelle série d'œuvres complètes qui a été entreprise en 2000, donc bien plus tard, à notre époque. Nouvelle série qui a été entreprise à l'initiative de Simone Balayer, notamment, qui commence avec Corinne ou l'Italie, et qui inaugure donc la seconde série des œuvres complètes. Je vous dirai pourquoi on en a refait une autre tout à l'heure. Cette seconde série, elle n'est pas tout à fait achevée à l'heure qu'il est. Nous avons rêvé déraisonnablement de l'achever en 2021 pour faire, vous voyez, un effet millénaire, mais enfin c'est trop complexe. Et aujourd'hui, donc, cette seconde série d'œuvres complètes qui a pour but d'actualiser la révélation de l'ensemble des œuvres stahliennes à destination du public et des chercheurs et des spécialistes, mais pas exclusivement, cette seconde série n'est pas tout à fait achevée. Il ne manque plus que 2 volumes, dont celui de François et de moi, consacré aux 10 années d'exil. On est les 2 derniers à paraître. Vient de paraître, il y a quelques semaines, pour la première fois, le volume consacré aux œuvres dramatiques de Staël. Tout son corpus de théâtre, qui n'est pas le versant le plus connu de son œuvre, vient d'être réédité dans cette nouvelle série des œuvres complètes, qui avait d'abord été commencée par Jean-Pierre Perchelet et Martine de Rougemont il y a plus d'une dizaine d'années. Vous le savez, ils ont tous les deux récemment disparu, malheureusement, et ce volume a été repris par Blandine Poirier et Aline Audroche, 2 jeunes chercheuses qui ont achevé le travail sur le théâtre. Donc vous voyez, le corpus stahlien est de plus en plus connu aujourd'hui, représente un ensemble considérable, mais son dévoilement actualisé est en cours et n'est pas encore tout à fait achevé, mais enfin avec 2 séries d'œuvres complètes, on pourrait penser qu'on n'a plus grand-chose à découvrir de l'auteur Staël. À ce titre, on est très loin de la situation scientifique des années 1980, il y a une 50aine d'années à peu près, lorsque Simone Balayer, qui elle a vraiment beaucoup fait, pour le coup 1000 fois plus que moi, puisque ça a été une des premières à lancer la connaissance de Staël, à l'époque où il y en avait la comtesse de Pange avant elle, bien sûr, mais Simone Balayer surtout. Simone Balayer a écrit en 1979, dans son grand texte « Lumière et liberté », à propos de l'œuvre de Staël, son œuvre demeure aujourd'hui mal connue, dit Simone Balayer en 1979. Donc il y a 50 ans, son œuvre demeure aujourd'hui mal connue. Force est de constater que le temps, la perfectibilité, pourrait presque-t-on dire, a permis qu'effectivement en 2021, l'œuvre de Staël soit aujourd'hui beaucoup mieux connue. Je vous disais tout à l'heure, connaître un auteur, c'est connaître non seulement ce qu'il a écrit, et a priori on le connaît un peu aujourd'hui quand même mieux, mais c'est connaître aussi ce qu'il pense de l'écriture. Quel rapport Staël a-t-elle entretenu avec la création? Or, là encore, a priori, rien de neuf sous le soleil, si j'ose dire. On sait beaucoup de choses, ou plus exactement,
Il y a plusieurs biographèmes, comme dirait Barthes, c'est-à-dire des éléments biographiques, des traits saillants de la personnalité de Staël et de Staël écrivain, qui ont été transmis jusqu'à nous et qui ont fini par figer dans nos mémoires un certain tableau, un certain portrait, une certaine réalité de Staël écrivain. Alors vous les connaissez sans doute, mais je vous les rappelle, ces biographèmes, ces anecdotes marquantes qui ont immortalisé pour nous le rapport de Staël à l'écriture, peut-être un peu trop tôt, peut-être un peu de manière trop figée. On les trouve surtout dans les textes de jeunesse, sans surprise, lorsque Staël a 20 ans, 19 exactement, dans son journal en 1785. Autrement dit, quand la jeune femme commence à écrire sérieusement, on n'est plus dans les écrits d'enfants, qui sont conservés dans les archives. Il y a tous les cahiers d'écoliers de Staël. Je trouve ça fascinant de voir ce qu'elle écrivait quand elle était en CE2. Enfin, ça ne s'appelait pas comme ça, mais ça ne s'appelle pas comme ça chez vous, sans doute non plus. Mais voilà. Donc il y a les cahiers d'écoliers, qui sont inoffensifs, mais un jour, l'enfant devient une jeune femme qui écrit. Et c'est en s'aventurant dans l'écriture que Staël écrit, ce que ça veut dire pour elle que d'écrire. Et alors là, quels sont-ils, ces biographèmes qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on apprend d'elle? Eh bien, on apprend dans son journal, à la date mythique du 10 août 1785, on apprend que son père désapprouve l'écriture féminine. Tout le monde connaît cette grande scène. En fait, dans son journal de jeunesse, Staël évoque les écrits de sa mère. J'en parlerai aussi tout à l'heure, parce que quand on commence à parler de l'écriture chez Staël, on mobilise un roman familial, et notamment un roman maternel très lourd derrière. Elle parle des écrits de sa mère, et elle s'interroge de savoir pourquoi sa mère n'a pas voulu elle-même être auteure. Et voilà ce qu'elle écrit, c'est un passage très célèbre du journal de jeunesse. « Si maman avait écrit, mais elle a écrit. Si maman avait écrit, je suis persuadée qu'elle aurait acquis une très grande réputation d'esprit. Mais mon père ne peut pas souffrir une femme auteure. » C'est ça la phrase célèbre qui a fait couler tant d'encre. Mon père ne peut pas souffrir une femme auteure, et depuis 4 jours seulement qu'il me voit écrire son portrait, l'inquiétude lui prend déjà, et il m'appelle dans ses plaisanteries « Monsieur de Saint-Écritoire ». Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur la transgression sexuelle que représente l'écriture, genrée, on pourrait dire. Si tu écris, dit Necker à Louise, sa fille, puisqu'elle s'appelle encore de ce prénom-là, tu n'es plus une femme. Tu es un monsieur de Saint-Écritoire et tu es une créature hybride, étrange, un peu folle d'ailleurs, entre masculin et féminin, ce qu'on appelle à son époque une femme auteur. C'est un mot valise, comme on appelle, un mot forgé de la colocation de 2 mots qui n'ont aucun rapport l'un avec l'autre, aussi bien en termes grammaticaux qu'en termes syntaxiques. Une femme auteur, ça ne veut rien dire, mais comme une femme qui écrit ne veut rien dire. Donc la femme qui écrit, la fille qui écrit, est monstrueuse à 2 titres. Elle est monstrueuse parce qu'elle sort de la normalité sociale, elle devient ce mot bâtard à son image, et elle est monstrueuse sexuellement parce qu'elle sort de la féminité. Elle devient un monsieur de Saint-Écritoire. Cette formule, elle va bien sûr structurer l'imaginaire staélien durablement. En tout cas, c'est une des hypothèses assez peu originales dont moi je suis convaincue. Staël est persuadé que quand on écrit, à son époque en tout cas, on problématise le féminin. On sort d'une certaine idée du féminin. Pour avoir discuté récemment avec des auteurs féminines qui écrivent aujourd'hui, en 2021, elles disent que c'est pas si facile dans leur vie privée d'être écrivain. Il y a toujours le mari qui dit « t'as mieux à faire ». Je caricature, c'est plus le père, mais donc c'est toujours quelque chose qui est assez compliqué aujourd'hui pour une femme. En tout cas, chez Staël, c'est structurel. Donc on a un premier élément bien connu, il y a quelque chose d'interdit, de coupable, d'un peu dérangé, d'un peu déréglé, d'un peu hors norme. Et puis, autre élément très important de Staël écrivain, on sait aussi, tout le monde l'a dit, que c'est un écrivain totalement atypique. Staël, elle cumule les différences, cumule les écarts. Parce qu'elle n'écrit pas, non seulement elle écrit là où beaucoup de femmes de son époque s'interdisent de le faire, mais elle écrit hors de tous les canons académiques. Lorsque vous êtes une femme et que vous avez le courage d'écrire, on vous concède du bout des lèvres le roman. Le roman parce que c'est le genre du sentiment, c'est le genre du sensible, c'est le genre de l'émotion, c'est le genre des larmes, c'est le genre de tout ce qu'on associe conventionnellement à l'identité féminine et à l'idée d'une nature féminine telle que Rousseau, grand modèle de la famille Necker, l'a théorisé. Or Staël, sachant très bien qu'on l'attend au tournant et qu'on attend d'elle qu'elle écrive des romans comme le font toutes les femmes,
qu'on appelle des bas bleus, hein, pour reprendre la formule anglaise, eh bien Stahl n'écrit quasiment pas de romans. Enfin, il en écrit 2. Vous allez me dire, c'est pas rien, ils sont énormes, c'est quand même Corinne et Delphine, on est d'accord. Mais à l'échelle de sa production, c'est très peu. Elle écrit 10 textes qui commencent par de la littérature, de l'influence des passions, des circonstances. Elle écrit 2 romans. Statistiquement, c'est très peu. C'est une petite romancière quantitative, hein, par rapport à la théoricienne qu'elle a été. Stahl a beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus analysé, beaucoup plus pensé la politique qu'elle n'a écrit de fiction. Et ça, cette dérogation au code du féminin qui normalement est censé n'écrire que des choses sentimentales, Stahl le paye très cher. Elle le paye très cher dans toute sa vie, où elle est attaquée. Franchement, je suis plus du tout crédible, mais je prépare la biographie sérieusement. Je relis toute la correspondance, je prends peur, et j'avais pas du tout. Je prends peur, je finis ma phrase, en mesurant la violence des attaques dont Stahl a été l'objet. Je ne pensais pas que c'était à ce point-là. Par exemple, au moment où paraît De la littérature, hein, qui est vraiment le texte qui la rend publique en 1800, en plus dans un contexte politique et religieux très tendu, mais elle vit une espèce de polémique, de virulence incroyable, qui font qu'à un moment donné, elle se dit « j'arrête d'écrire hein. ». Moi, je ne pensais pas que c'était si violent. Du coup, ça me donne l'idée de raconter cette vie comme une espèce de combat pour écrire, hein, parce que je ne pensais pas qu'elle avait été réprouvée, attaquée. Quand elle sort enfin ses romans, bien plus tard, on dit qu'ils sont ratés, que c'est nul, que ça tombe des mains, enfin, même si les gens s'arrachent. Et Delphine et Corinne, elle est considérée comme une mauvaise romancière. Et puis, scandale entre tous, l'œuvre politique de Stahl. Une femme qui s'aventure dans l'écriture politique, c'est insupportable, surtout à une époque comme la sienne, et aujourd'hui encore, je ne suis pas sûre que ça serait totalement naturellement accepté. Je vous renvoie comme exemple archétypal hein, de cette anormalité d'une femme qui écrit dans des genres qui ne sont pas les siens, le scandale qui accompagne en 1818 l'apparition des considérations sur les principaux événements de la Révolution française, le testament politique de Stahl, son histoire de la Révolution, qui paraît donc après sa mort en 1818 et qui déclenche aussitôt dans la presse des attaques énormes, non seulement parce que Stahl entérine la Révolution et dit qu'il fallait la faire, que c'était une bonne chose pour la France et pour l'Europe. Donc ça, c'est déjà un problème dans la France conservatrice en 1818. Et puis c'est parce que c'est une femme qui, en plus, se permet, d'analyser la Révolution et de la comparer avec la Révolution anglaise. Donc Stahl a toujours été un écrivain transgressif, un écrivain hors norme, à qui on a aussi reproché d'ailleurs de raconter sa vie en permanence. Bref, elle cumule les reproches. Donc a priori, voilà ce qu'on sait d'elle, et on s'arrête là en général. Un écrivain transgressif, un écrivain problématique, un écrivain à part, hein, ce que les premières spécialistes, dont Simone Balayer aussi, ont bien parfaitement mis en lumière. Pourtant, je pense qu'on peut peut-être envisager que cette connaissance, ces éléments, qui forment un portrait juste, bien sûr, hein, tout ça est vrai, incontestablement, mais un portrait qu'on peut peut-être nuancer ou complexifier. Peut-être qu'il y a des lacunes dans ce tableau de Stahl auteur qu'on a dressé. Peut-être que finalement, on ne connaît pas aussi bien qu'on le pense, Stahl auteur. Alors, qu'est-ce qui nous resterait à découvrir? Qu'est-ce qui finalement se révélerait peut-être plus mystérieux qu'on ne le croit? Peut-être qu'est-ce qui justifierait qu'on rouvre le dossier, comme je le dis tout le temps? D'abord, cette affaire des œuvres complètes, là. Je vous disais tout à l'heure, il y a 2 séries d'œuvres complètes, 1821-2000 en gros, ou 2021, si je simplifie. Bon, pourquoi on a fait une 2e série d'œuvres complètes? Vous allez me dire, oui, mais il fallait actualiser, il fallait changer les polices, les orthographes, tout ça, bien sûr, mais ce n'est pas la seule raison. Si on a refait des œuvres complètes, et si Simone Balayer, à très tôt, elle l'a écrit, hein, elle l'écrit en 1978, j'avais 4 ans, hein, pour vous dire que ça date, elle écrit « Il est à souhaiter que puisse voir le jour une édition critique des œuvres complètes qui permettra de reconnaître l'importance de leur auteur. Il est certain, ajoute-t-elle, tant qu'une exploration systématique des diverses archives n'aura pas été faite, que la recherche stahlienne, et notamment les éditions critiques, sera ralentie. » En 1978, Simone dit « Il faut refaire des éditions critiques. » Et pourquoi? Parce que les premières œuvres complètes n'ont pas été critiques.
justement. Je vous disais tout à l'heure, ces premières œuvres complètes, elles sont faites par le fils de Staël. Le fils qui n'a pas décidé de le faire, mais parce que sa mère, dans son testament, autrement dit une injonction à laquelle il est quasiment impossible de refuser, quoi que ce soit, la mère, dans son testament, lui demande, parmi ses vœux posthumes, d'être le premier éditeur de sa mère. Je vous lis son testament, qu'on connaît aujourd'hui. « Je prie mon fils Auguste, quel lapsus, je prie mon fils Auguste de veiller conjointement avec M. Schlegel à la publication de mes manuscrits, s'il en reste après ma mort, et notamment de mon ouvrage politique, considération s'il n'était pas encore publié. » Voilà. Et donc après, elle explique le reste. « Je prie mon fils Auguste. » Donc c'est bien Auguste qui va s'occuper de ces œuvres de Staël, ce qui pour nous, du coup, nous donne un indice déjà problématique. Si on mène une enquête un peu sur Staël écrivain, on se dit, mais au fait, pourquoi n'a-t-elle pas entrepris ces œuvres complètes de son vivant? Pourquoi ces œuvres complètes passent-elles chez elle par un geste de délégation? On ne peut pas dire que la mort ait pris Staël par surprise. Alors bien sûr, elle ne savait pas qu'elle allait mourir le 14 juillet exactement. Mais enfin, Staël, déjà à partir de ses 20 ans, elle dit que sa vie est terminée. On ne peut pas dire que... Staël a une très claire conscience très vite que sa vie serait courte et intense. Et en même temps, quand on voit comme elle l'a carbonisée, je ne vois pas comment, effectivement, elle aurait pu vivre à moins d'un miracle biologique. Tellement, moi, quand je lis ces lettres, je me dis, bon, n'importe qui serait déjà épuisé. Donc je pense qu'elle a tout consommé, C'est très Rousseau, c'est très... Voilà. Voilà. Donc elle sait dès 20 ans qu'elle va mourir, par exemple, que sa vie sera courte. Et elle sait, par exemple, c'est-à-dire que Staël met un point final à son œuvre. Elle le dit, par exemple, après le mariage d'Albertine. On est très tard, là on est en 1815. Albertine vient de se marier. Alors ça, pour Staël, c'est une étape très, très importante. La fille unique qui en plus se marie et donc va pouvoir faire sa vie. Pour la mère, c'est la fin d'une mission. Genre, je peux partir, j'ai rempli mon devoir. Et donc, elle se dit maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire maintenant que la fille est mariée? Et Staël dit, je reviendrai au printemps, et si ma fille est heureuse, si elle vit sa vie, alors commencera pour moi cette partie contemplative de la vie qui doit nous préparer à notre grand et long avenir. Vous voyez, la partie contemplative, la vieillesse, l'attente de la mort, Staël est très consciente de ça dès 1815. Autrement dit, elle ne se dit pas « je vais encore écrire 5000 volumes ». Il y a des écrivains qui meurent fauchés comme ça alors qu'ils n'ont pas fini leur œuvre. Ce n'est pas son cas. Du coup, pourquoi n'a-t-elle pas fait des œuvres complètes de son vivant? Chateaubriand le fait. Alors Constant, je ne sais pas, d'ailleurs. Moi, je me suis toujours posé la question. La plupart des écrivains, quand ils sentent qu'ils sont dans le dernier tiers de la vie où ils ne vont plus écrire grand-chose, ils décident de faire des œuvres complètes eux-mêmes. Elle, non. Ça se passera après sa mort. Et c'est un autre qui va les faire. C'est son fils, mais c'est quand même un autre. C'est pour ça que la question de l'écriture collective ou collaborative, dans le cas de Staël, elle inclut la famille. L'autre, celui avec lequel on collabore pour écrire, c'est d'abord le fils. C'est le fils qui fait les œuvres de sa mère. Il y a donc une étrange dépossession de son œuvre de la part de Staël, un refus d'être consacré comme écrivain de son vivant. Ça, pour moi, c'est déjà une énigme, en tout cas. Deuxième problème de ces œuvres complètes, outre qu'elles sont donc déléguées à un autre, fût-il proche et fidèle comme le fils, ces œuvres complètes ne sont pas complètes. Et oui, parce qu'on est tous confrontés, on a tous été à ce genre de situation, lorsque vous devez prendre des décisions posthumes comme ça pour quelqu'un qui a fait partie de votre famille, vous êtes tiraillé entre l'objectivité et puis la crainte, la pudeur, la réserve, il faut respecter un certain nombre de secrets. Et donc on s'aperçoit, et c'est pour ça qu'il a fallu une deuxième série d'œuvres complètes, on s'aperçoit qu'Auguste a fait des choix. Il a fabriqué un monument à sa mère, mais un monument à la fois fidèle, bien sûr, qui permettait à tous les lecteurs d'avoir une claire connaissance de l'œuvre stalienne, mais un monument aussi qui a passé sous silence un certain nombre d'éléments, un monument un peu arrangé, un monument un tout petit peu infidèle.
Le cas le plus spectaculaire, c'est le texte des considérations sur la Révolution française, tel qu'Auguste l'édite en 1821, et qui se révèle pour moitié non révisé par Staël, ou censuré de certains passages qui sont trop politiques. Même chose pour 10 années d'exil. Alors Auguste, il croit bien faire. Il fait ça pour protéger la mémoire de sa mère, parce qu'il sait très bien qu'à peine ses livres vont sortir, Staël va être attaquée, même morte, et elle a bien des défenseurs qui veillent sur elle, mais malgré tout, c'est horrible pour le fils en deuil de voir sa mère attaquée, conspuée dans la presse et la violence politique de ces années de la Restauration. Il n'empêche, croyant bien faire, il censure, il triche. On pourrait dire ça comme ça, par amour, hein, pas par malhonnêteté. Mais du coup, il a fallu que les chercheurs, Lucia Omaccini en particulier, hein, rétablissent le texte original. Et ça s'est fait en 2017. Autrement dit, ça fait 5 ans seulement qu'on connaît le vrai texte des considérations. Vous voyez, quand je vous disais qu'on croyait connaître Staël auteur, alors bien sûr, on la connaît comme ça. Mais quand on veut la connaître précisément, quelqu'un qui voudrait lire les considérations telles que Staël aurait voulu qu'elles paraissent, il ne peut le faire dans la mesure du possible, parce que ce sera toujours impossible, vu que le texte, elle est morte sans l'avoir totalement révisé, il n'a pu le faire qu'en 2017. Donc il y a des choix stylistiques de la part d'Auguste, et puis, plus troublant encore pour nous, il y a des choix esthétiques. Il y a des textes qu'Auguste n'a pas fait du tout paraître dans les œuvres complètes. Il a censuré, il a choisi. Alors bien sûr, ce sont des textes, des petits textes, mais des textes qu'il a jugés soit trop dérisoires, trop peu importants. Par exemple, les pièces de théâtre. Auguste a dit, oui, bon, le théâtre n'était pas destiné à l'impression, c'était des petits spectacles qui étaient joués comme ça en société, donc il n'est pas nécessaire de publier les pièces de théâtre. Il en a publié certaines, bien sûr, il y en a une dizaine, mais en réalité, vous voyez, les œuvres dramatiques que Aline Audroge et Blandine Poirier viennent de rééditer chez Champion, c'est 2 volumes de 400 pages chacun. Donc il y a 800 pages de théâtre stalien. Ça veut dire qu'il y a 20 pièces. Il n'y en a pas 5, comme Auguste les a publiées. Ça veut dire que pour la première fois, là, depuis 1 mois et demi, les chercheurs ou les spécialistes peuvent découvrir des pièces de Staël dont ils n'ont jamais entendu parler. Parce qu'elles n'ont jamais apparu, n'ont jamais paru dans les œuvres complètes de 1817. Même chose pour les folles dont je vous parlais tout à l'heure. Cette sympathie de la nuit, là, à venir, en janvier. Ces folles font partie des nouvelles de jeunesse que Staël écrit à 20 ans, exactement, en 1786. C'est de très courts textes qui font 15 pages chacun, qui racontent des femmes qui deviennent folles et qui se mettent à parler comme des folles, avec des phrases, mais de vraies folles. Pas des folles de théâtre avec sujet, verbe, COD, hein, des folles dont on ne comprend pas la langue. C'est très troublant quand on lit ça. On a l'impression que c'est Nathalie Sarraute qui les a écrits. Mais non, c'est Germaine de Staël. Et ça date pas de 1986, mais de 1786. Auguste, quand il a lu ces folles, je pense qu'il s'est dit, c'est pas digne de ma mère. On va dire, elle parle comme une folle, elle écrit comme une folle. D'ailleurs, elle était folle, tout le monde lui a dit toute sa vie, t'es folle. Et en plus, il n'y a pas eu besoin qu'on lui dise, elle l'a dit elle-même, je suis folle. Donc j'ai beaucoup travaillé là-dessus, je peux vous en parler des heures, mais elle le dit tout le temps. Staël a un pied dans la folie, mais comme nous tous, sauf qu'elle, comme elle était plus passionnée, elle est allée au plus loin de cette zone un peu étrange où on sent qu'on sort de la raison. Elle l'a été par amour, elle a été dans des situations passionnelles tellement violentes qu'elle a dit à ses amants « Je suis folle, vous me rendez folle, je deviens folle ». J'ai les nerfs qui m'attaquent, je perds la tête, enfin, il y a toute une série de phrases bouleversantes hein, dans ses relations amoureuses, avec Narbonne, avec Constant en particulier. Et puis elle est folle aussi avec la politique. Le jour où elle apprend qu'on a guillotiné Louis XVI, elle dit qu'elle est folle, qu'elle devient folle. Et en plus, elle dit que les Français sont fous, qu'ils ont perdu la tête. Elle n'a pas totalement tort. Je pense que politiquement, je pense qu'on a un pied dans la déraison chez nous. Mais vous voyez, elle passe son temps à vivre avec la folie. Donc, mais pour Auguste, c'était pas sa mère. C'était pas l'image bien lisse qu'on pouvait léguer à la postérité. Donc les folles disparaissent. Il a fallu qu'une chercheuse allemande, Anna Menz-Sting, dans les cahiers staliens, il y a plus de 25 ans, trouve ces folles, dont on n'a pas les manuscrits non plus et les réédite. Donc c'est pour ça que moi j'ai décidé de faire connaître au public une autre Staël, une Staël qui nous dit que la folie fait partie de nous
et qu'il faut qu'on ait une sympathie avec la nuit de la raison qu'elle représente. Donc vous voyez, ces œuvres complètes, finalement, quand on les regarde en détail, elles ne sont pas si complètes que ça. Auguste fait des choix stylistiques, je vous disais, il fait des choix aussi esthétiques, un peu plus troublants. Bon, finalement, on ne connaît peut-être pas si bien que ça Stahl auteur. À quoi s'ajoute le fait que Stahl, et ça c'est aussi quelque chose moi qui m'a à la fois intéressé et troublé, parle très peu de sa création. Alors ça, quand on commence une biographie, même si elle doit paraître en 2095, c'est très troublant de trouver si peu d'éléments dans sa correspondance. Autant Sade, alors Sade c'est génial, vu qu'il est emprisonné 27 ans, il écrit tout. Il écrit tout ce qu'il mange, il écrit tout ce qu'il écrit, il fait des statistiques de sa vie, c'est parfait, c'est le rêve pour un biographe. Germaine, c'est l'inverse. Elle ne mange rien, elle ne boit jamais, on ne sait absolument pas comment elle s'habille, ce qu'elle aime. Alors j'ai trouvé une note un jour, alors là je me suis tombée de ma chaise, où elle dit « Oh, enfin, j'ai goûté pour la première fois une glace à la fraise. » Et elle dit « Quel régal !» Alors là, moi je suis tombée nette, en disant pour la première fois, il y a un truc qu'elle aime manger dont elle parle, parce que sinon on n'a absolument aucune idée de ce qu'elle aimait, Stahl. Il y a un silence total sur les détails du quotidien. Quand on fait une biographie, c'est important aussi de savoir. Moi, je me dis, c'était quoi sa vie? Elle buvait quoi comme vin? Alors, le vin, j'ai quelques indices. Mais alors, la glace à la fraise, je ne savais pas. Moi, j'adore les glaces aussi, du coup, ça m'a parlé. Évidemment, il y aura un chapitre sur la glace. Parce que je trouve ça marrant de se dire, d'imaginer Stahl avec une gelato. C'est pas forcément... Apparemment, c'est nouveau, les glaces à la fraise à son époque. On découvre un peu les sorbets. Donc voilà, mais sinon, sur l'œuvre, elle dit rien. Elle dit rien sur quand paraissent ses textes. Moi, je me dis, elle va bien commenter la réception. Rien. Silence total de Stahl sur sa propre création. Stahl, elle parle beaucoup des autres, beaucoup. Elle parle de l'Europe, elle parle de la Révolution, elle parle de la politique, mais elle dit rien sur elle. Et quand on connaît son rapport, sa pudeur intime, c'est pas surprenant. Et donc, sur elle, l'écrivain ne dit pas grand-chose. Il y a une phrase hyper célèbre et très importante pour nous, chercheurs, parce que justement, elles sont rares. Cette phrase, dans laquelle elle revient un peu sur ce qu'a été son parcours d'écrivain, on la trouve dans la préface de la seconde édition de ses Lettres sur Rousseau. Les Lettres sur Rousseau, vous le savez, c'est le premier texte de Stahl, celui qu'elle écrit en 1788, où elle fait modestement une espèce de dialogue critique de l'œuvre, avec l'œuvre de Jean-Jacques, qu'elle passe en revue comme ça. C'est un texte capital, magnifique, hein, c'est son premier. Et donc en 1814, alors qu'elle considère qu'elle est un tout petit peu sur la fin de sa vie et sur la fin de sa carrière, elle réédite les Lettres sur Rousseau, ce qui n'est pas un hasard. Hein. Elle revient au premier texte qu'il a fait, si j'ose dire. Et donc en 1814, on est 25 ans, 35 ans plus tard, 45 ans, je suis incapable de compter. Quand je suis en cours, c'est pareil, j'arrive pas. 1788-1814, je vous laisse compter, bon, à peu près 40 ans plus tard, en gros, elle réédite, et là, elle fait une préface sur laquelle elle fait un bilan, finalement, des 30 ans qui viennent de s'écouler. Voilà ce qu'elle écrit. Ces lettres sur les écrits et le caractère de Rousseau ont été composées dans la première année de mon entrée dans le monde. Vous voyez, elle se souvient de l'étape liminaire. Elles furent publiées sans mon aveu, et ce hasard m'entraîna dans la carrière littéraire. Bilan, je ne dirais point que j'y ai du regret, car la culture des lettres m'a valu plus de jouissance que de chagrin. Voilà, alors là, tout le monde s'arrête, tous les chercheurs, arrêt sur image, elle parle de ce qu'a été l'écriture et la carrière pour elle. Alors là, on s'aperçoit que finalement, c'est très compliqué. Ça a été quoi, cette carrière littéraire, si elle en dresse le bilan? Ça a été, dit-elle, un hasard. Ça veut dire que Stahl n'aurait pas désiré être écrivain. Ça n'aurait pas été chez elle un choix prémédité. Ça n'aurait pas été un désir anticipé. Ça aurait été le fruit de circonstances un peu fortuites. Ce hasard m'entraîna. Par ailleurs, ce hasard, si elle le considère rétrospectivement, pour reprendre un mot stalien, lui a valu, dit-elle, plus de jouissance que de chagrin. Ça veut dire que c'est quand même un bilan mitigé. Ça, c'est très stalien. Il faut peser le plus et le moins, le négatif et le positif. Et finalement, Stahl dit, bon, j'ai bien fait d'écrire. Ça m'a fait plus de jouissance que de chagrin. Mais vous voyez que dans la balance, il y a quand même eu beaucoup de chagrin. Donc c'est un parcours assez ambivalent. Par ailleurs, dans cette même préface, ce qu'on apprend aussi, c'est que Stahl dit qu'être écrivain, la carrière littéraire, pour reprendre sa formule, c'est très compliqué pour une femme.
beaucoup plus compliqué, et sans doute qu'elle n'avait pas anticipé à quel point ça serait compliqué. Elle écrit un peu plus loin dans cette même préface: « On n'a jamais nié que les goûts et les études littéraires ne fussent un grand avantage pour les hommes, mais on n'est pas d'accord sur l'influence que ces mêmes études peuvent avoir sur la destinée des femmes. » Donc on voit à quel point pour Staël, finalement, l'écriture a été compliquée, douloureuse, et je dirais presque compliquée aussi sur le plan féminin. Et c'est là que sa démarche d'écrivain, c'est là que son parcours d'auteur devient particulièrement passionnant. Et c'est là que peut-être on ne la connaît pas autant qu'on pense, Staël, qu'elle se révèle finalement un écrivain beaucoup plus complexe, beaucoup plus pudique aussi, beaucoup plus mystérieux que ce qu'on nous transmet, et qui est juste avec Monsieur de Saint-Écritoire et l'auteur atypique. En réalité, Staël a toujours écrit un peu à reculons. Elle a du coup inventé un geste d'écriture très ambivalent, qu'on pourrait résumer en disant que c'est un geste d'écriture en clair-obscur. Staël a passé sa vie à écrire, et pourtant c'est comme si derrière elle effaçait toutes ses traces d'écrivain au fur et à mesure. J'exagère un tout petit peu, mais il y a quelque chose comme ça chez elle, qui est très surprenant et qui n'est pas ce qu'on connaît d'elle comme auteur. Par exemple, il y a trois manifestations de cette occultation, de cette espèce de... alors il y a une phrase géniale d'elle que j'ai lue récemment dans sa correspondance et qui m'a marquée, qui est pour moi 100% Staël. Elle dit « Je marche vers l'avenir en regardant le passé ». Voilà, ça c'est Staël. Mais enfin, il n'y a pas qu'elle, mais c'est-à-dire qu'il y a quand même toujours deux dynamiques contradictoires qu'il faut concilier entre elles, à la fois politique, on voit très bien ce que ça veut dire. Bon, mais ça marche aussi pour l'écriture. Staël écrit beaucoup, passionnément, et en même temps, elle fait tout pour estomper, court-circuiter, anesthésier presque, faire disparaître cette écriture. Première manifestation, cette occultation étrange qu'on connaît mal, le fait que Staël disparaisse très souvent comme auteur de ses propres textes. Par exemple, on ne le sait pas, mais la moitié de ses textes sont publiés de manière anonyme de son vivant. Vous voyez le cliché biographique, si vous faites un sondage comme ça de Staël, vous dites « Ah, Staël, c'est la gloire, c'est la femme célèbre ». Oui, bien sûr, elle a été très célèbre, trop sans doute, elle-même encombrée, sa célébrité. Bien sûr qu'elle a eu la gloire, mais elle ne l'a pas cherchée. Elle l'a eue. Cette gloire a été aussi liée à des circonstances politiques plus qu'à son œuvre littéraire. En revanche, comme auteur, elle a tout fait pour disparaître, en partie. Alors, toutes ses œuvres de jeunesse paraissent de manière anonyme. Les Folles, les pièces de théâtre. Toute son œuvre politique paraît de manière anonyme. Réflexion sur la paix adressée à Monsieur Pitt. Réflexion sur la paix intérieure, anonyme. Son texte le plus connu, écrit sous la Révolution, Réflexion sur le procès de la reine en 1793, vous savez, le texte qu'elle écrit dans lequel elle donne pour demander la grâce de Marie-Antoinette, qui pour elle n'a aucun rôle politique et donc ne mérite pas d'être exécutée au même titre que le roi, eh bien, ces réflexions sur le procès de la reine sont précédées de l'avertissement suivant: « Mon nom, ne pouvant être utile, doit rester inconnu », dit Staël. Voilà. Donc bien sûr, tout le monde sait que c'est elle, mais ce n'est pas la même chose que les gens le sachent, que l'auteur signe le texte. Les réflexions sur le procès de la reine émanent d'un nom qui doit rester inconnu. À ces éclipses de son nom s'ajoute, tout au long de sa carrière, la décision assez surprenante, j'oublie pas l'heure, rassurez-vous, la décision assez surprenante de restreindre le nombre d'exemplaires de ses textes. Staël organise un peu comme font certains magasins d'une marque que je ne citerai pas pour ne pas faire de la publicité, mais il cultive la rareté. Vous voyez, Staël tire à très peu d'exemplaires, à 20 exemplaires, les lettres sur Rousseau. Il n'y a que 20 textes, 20 éditions. Donc elle restreint la circulation pour limiter la diffusion de ces textes au cercle de ses proches. À propos de ces lettres sur Rousseau, tout le monde dit « Ah oui, mais ça, elle, comme par hasard, elle a choisi Rousseau pour avoir tout de suite la gloire, le grand homme, etc. » Mais non, lorsqu'elle parle elle-même de ces lettres sur Rousseau, enfin, c'est plus compliqué, il y a une part de ça aussi, mais elle dit qu'elle condamne ce texte à l'obscurité. C'est une formule de Staël. « Je le condamne à l'obscurité. » Vous voyez, écrire un texte et le condamner à l'obscurité, vous voyez, c'est comme marcher vers le passé, l'avenir en regardant le passé. C'est un peu la folie.
par hasard, si l'écriture commence chez elle par la folie. Donc il y a à la fois une disparition d'auteur, et puis, je voudrais en venir un peu plus précisément pour terminer à ça, il y a une dépossession de Staël lorsqu'elle écrit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Staël considère que ce qu'elle écrit appartient aussi à d'autres. Alors ça, c'est très typique. Ça va même au-delà de l'écriture collaborative. Ça inclut l'écriture collaborative, mais pas seulement. Par exemple, on a beaucoup d'éléments sur Staël, auteur, non pas émanant de sa plume à elle, mais émanant de la plume de sa cousine Albertine, hein, vous savez, qui a été une de ses plus proches amies. Je ne soupçonnais pas la force de l'amitié qui unissait les deux femmes, hein, mais c'est vraiment quelqu'un qui a compté encore plus que je pensais dans la vie de Staël. Et donc cette cousine, qui est presque une sœur, en fait, affective, écrit la première biographie de Staël juste à sa mort, en 1821. C'est un texte passionnant pour nous, génial, qu'il faudrait rééditer aussi. On va trouver un éditeur qui accepte. Et voilà, Albertine commente beaucoup ce que Staël a dit de son œuvre, et elle explique à quel point Staël n'était pas du tout intéressée par les éditions, par exemple. Dès qu'un de ses livres paraissait, Albertine nous dit, elle se désintéressait. Elle cite une phrase de Staël, l'a-t-elle prononcée, je ne sais pas. Staël aurait dit, quand un ouvrage est imprimé, je ne m'en occupe plus. Il fait bien ou mal son affaire tout seul. Oui, il y a un côté, alors il y a des auteurs qui vérifient, qui vont voir les tirages, qui refont des préfaces, qui font des errata, des machins. Elle, pas du tout. Albertine nous dit, on s'en fout. Et le pire, c'est qu'après, il y a des amis qui viennent lui lire des extraits de ses propres textes. Staël ne les reconnaît pas. Et elle s'émerveille en disant, mais qui est-ce qui a écrit ça? Et on lui dit, c'est vous, en fait. Alors là, c'est assez troublant. Est-ce que c'est vrai ou pas? Toujours est-il que, pour le coup, dans sa correspondance, à chaque fois que Staël relit un de ses textes, par exemple, elle le fait beaucoup pour De l'Allemagne, au moment où elle achève De l'Allemagne, elle le relit parce que la rédaction est échelonnée sur plusieurs années, et elle dit qu'elle prend peur face au texte qu'elle a produit. Elle ne le reconnaît pas. Donc il y a un effet d'étrangeté, d'altérité qui est constitutif déjà au geste stalien. Donc Staël se désintéresse des éditions, des impressions, et en plus, c'est un des auteurs qui donne le plus de manuscrits. Alors là, suicide pour nous chercheurs aujourd'hui, parce que du coup, il y a toute une série de manuscrits staliens qui ont disparu. Par exemple, j'étais très étonnée de découvrir que le manuscrit de la littérature, son grand texte de 1800, effectivement, il est introuvable aujourd'hui, il n'y a pas de manuscrit. Pourquoi? Eh bien, figurez-vous que le 21 janvier 1800, Staël fait don du manuscrit de la littérature. Elle le donne à qui? Elle le donne à Joseph Huginet, son intendant. Elle ne le donne pas à un autre écrivain. Et alors voilà ce que Béatrice Jasinski, dans la correspondance, précise, parce qu'on se dit, mais pourquoi elle le donne à Joseph? Béatrice fait des hypothèses. Est-ce que c'est parce que sa propre situation lui paraît précaire? Parce que Staël est politiquement un peu menacé, enfin, entre la France et la Suisse, tout ça. Et elle ajoute, Jasinski, non seulement elle charge son intendant de conclure le traité avec l'éditeur parisien, donc c'est son intendant qui va signer le contrat. Énorme quand même pour un auteur, alors que c'est le livre auquel elle travaille, vous voyez, le livre qui va la lancer, c'est même pas elle qui signe le contrat. Et elle ajoute, Huginet signe le contrat et en plus empoche la somme de 1000 francs. Et il est propriétaire du manuscrit. C'est pas une parade, c'est-à-dire que c'est vraiment Staël lui donne, il touche l'argent, il garde le manuscrit sans doute, il a disparu aujourd'hui. Donc elle donne ses manuscrits et dernière, je finis là-dessus, dernière dépossession, la plus spectaculaire chez elle encore, elle écrit avec d'autres. Elle s'efface totalement comme auteur. On n'a jamais vu, ou à son époque, en tout cas c'est un cas assez frappant, autant d'écriture collaborative, un écrivain qui écrit autant avec d'autres. Alors ça tient à sa vie, à Coppet, ici, qui était toujours, bien sûr, en nombre, en groupe, en tout cas à partir justement de ces années 1800. Albertine écrit, elle pensait tout haut avec ses amis. Voilà, il fallait toujours qu'il y ait une sollicitation des gens autour d'elle, ce qui fait que la pensée stalienne, elle naît dans un groupe, elle naît d'une confrontation, et c'est pour ça que Constant est si important, parce que c'est son interlocuteur de prédilection, ne trouvera jamais un homme aussi brillant et aussi stimulant à ses côtés, et qui intellectuellement fait autant pour elle. Mais, voilà. Et donc Albertine dit, elle m'a développé le plan de son prochain écrit, nous discutons ce plan en détail, Albertine aussi. Vous voyez, donc c'est toujours les livres de Staël, ils naissent de discussions, de soirées, et donc il y a dans la genèse même de l'œuvre stalienne un geste de toute façon collectif.
Mais enfin, les œuvres restent les siennes. Alors que c'est encore plus troublant lorsque cette genèse collective conduit Stahl à faire en sorte que ces œuvres ne soient plus les siennes, qu'elle ne les signe pas, et que personne ne sache que c'est elle qui les a écrites. Alors le cas le plus spectaculaire, c'est ce fameux « Des circonstances actuelles » qu'elle écrit en grande partie, enfin qu'elle écrit avec Benjamin Constant par exemple, texte que Stahl ne publie pas, qui date de 1796, mais on a retrouvé, je vous passe les détails scientifiques, toute une série de copies, bref, on s'aperçoit qu'en fait Benjamin Constant a utilisé les circonstances actuelles, les années 1796 étant les années de la passion du couple, les années de leur rencontre, les années les plus amoureuses, les plus proches, les plus intenses aussi sur le plan de la collaboration intellectuelle, et puis les plus intenses aussi sur le plan de la vie politique, c'est les années du retour à Paris, de l'arrivée à Paris pour Constant. Et donc Constant a utilisé les circonstances actuelles, il les a copiées et il s'en est servi explicitement pour son propre texte. Alors on dit mais qu'est-ce que c'est du pillage, mais pas du tout en fait. Lucia Mancini et Etienne Hoffmann avant elle ont bien montré qu'en fait Stahl a parfaitement consenti, si j'ose dire. Elle a laissé faire. Il ne l'a pas volé. Elle lui a offert son texte. Elle l'a mis à disposition. En fait, elle a dit Lucia Mancini, elle a choisi de laisser influer son œuvre en dehors de son influence directe. Stahl a préféré exister comme auteur sous la voix d'un autre. Alors de fait, elle écrit avec son père. Ça commence avec Necker. Elle écrit un roman avec Necker. Elle écrit avec tous les hommes qui ont croisé sa vie. Stahl a une prédilection pour l'écriture avec un homme. Elle est persuadée qu'une femme est protégée si elle écrit avec un homme. Très souvent, elle dit dans sa correspondance « si j'étais un homme ». Il y a une phrase qui m'a fait rire, c'est en 1801, à son amie Fauriel, c'est dans les grandes années de la littérature, elle dit « si nous parlons sérieusement comme deux bons vieux hommes », voilà ce qu'elle écrit. Donc il y a un jeu permanent chez Stahl, si j'étais un homme, c'est Delphine qui le dit aussi dans son roman, mais c'est un jeu, elle ne souhaite pas être un homme. Par contre, le « si j'étais », c'est un possible, un virtuel qui peut s'incarner d'un coup par l'écriture collaborative. Donc elle écrit, je vous disais, avec tous les hommes qu'elle aime. Ribbing, elle écrit un chapitre avec lui. Narbonne, elle écrit un autre chapitre, un inédit, que j'ai retrouvé, qui est un texte qui n'est pas un grand intérêt, mais qui se passe en Angleterre. Narbonne, elle lui écrit ses discours. Elle écrit pour le prince de Ligne, qu'elle fait connaître. Elle écrit pour John Roca, son second mari. Elle écrit une préface, tous les textes, 2 préfaces de Roca. Elle écrit en 1814 la préface d'un ouvrage de Monsieur de Bouille-Berforce sur la traite des nègres. Bref, elle préface tous les hommes qu'elle croise. Quand elle n'écrit pas explicitement à leur place, dans le cas de Roca, on peut se poser la question. Alors, Stahl disparaît comme auteur. Je finis là-dessus. Du coup, c'est toujours un sujet polémique parce qu'on me dit oui, mais alors comme féministe, elle est nulle, parce que en gros, elle se fait spolier ses textes, elle consent à disparaître, à se faire prendre la place par. C'est vrai que c'est très complexe le féminisme stahlien, si on peut même en parler. Ce qui est sûr, c'est que pour elle, je cite une de ses phrases du 17 août 1800, « Quel malheur, quel véritable malheur d'être une femme, une ci-devant dame », dit-elle. Alors, je ne pense pas que Stahl regrette d'être une femme sur le plan affectif, biologique. De toute façon, c'est trop tard. Mais par contre, quand on est un écrivain, c'est terrible parce que pour elle, on ne peut pas écrire ce qu'on veut et on ne peut pas non plus répondre aux attaques. On est sans arrêt blessé et condamné au silence et à la pudeur. À partir de ce moment-là, quand on est une femme en 1800 et dans ces années à elle, on n'a pas d'autre choix que d'aller prendre un masque consenti et que se dire que ces idées, l'important c'est qu'elles vivent et que si elles vivent sous la plume d'un homme, c'est mieux que rien. Il vaut mieux que des circonstances actuelles aient nourri l'œuvre de Constant plutôt qu'elle n'ait jamais pu paraître parce que Stahl était une femme. Donc Stahl consent à une délégation, vous voyez, pour que le texte soit ni masculin ni féminin, mais un pur exercice de pensée. Et je finirai là-dessus. La pensée pour Stahl, elle est ni masculine ni féminine, elle est neutre. Elle est action. Voilà, je vous remercie.